Nous avons atteint le quorum. Et donc, je vais faire lecture des pouvoirs, des excusés. Donc, les pouvoirs. Marcel Ferrari, qui est représenté par Jacques Henriot. Pierre Brun donne pouvoir à Marie Bénévise, Marie Perrier à moi-même, Jean-Pierre Fressos à moi-même, Claudine Bonilla à Jimmy Bahaba, Sophie Bourgade à Martin Noblecourt, Florence Bourgeois à Claire Plateau, Serge Tichevitch à Dominique Poma, Pierre Dupéry à Dominique Poma, Christelle Favetta-Sayès à Franck Morat, Isabelle Duneau à Thierry Repentin, James Allais à Josette Rémy, Jean-François Bécu à Raphaël Mouric. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue, je ne sais pas si elle est là, à Laïla Karoui, qui remplace Sandrine Garcin. Est-ce qu'elle est là? Qu'elle lève le... Voilà, merci, bienvenue au sein de notre conseil communautaire. Ça fera l'objet de... C'est le rapport numéro 1, d'ailleurs, sur l'installation d'une nouvelle conseillère municipale qui est en rapport simplifié. Je dois vous faire approuver le procès verbal. J'ai un certain nombre d'éléments avant de démarrer vraiment l'ordre du jour. Donc le procès verbal, je vais le décaler, excusez-moi. Juste vous annoncer que vous avez un rapport qui a été remis sur table, qui est le rapport modificatif numéro 12, relatif à la composition des commissions. Ce rapport a été complété pour tenir compte des nouvelles demandes de retrait et d'intégration dans les commissions, qui concernent les commissions. Et puis, je vous annonce que le rapport simplifié numéro 9, qui est l'approbation de la version arrêt du projet de plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour compléter le volet R du PCET, sera présenté en examen détaillé à la demande de la vice-présidente. Donc, on le mettra dans les rapports détaillés. Et puis, avant de démarrer aussi, j'ai Jean-Benoît Serino qui a demandé la parole, mais avant, un petit instant, Jean-Benoît, je voudrais féliciter les communes de l'Agglo pour leur place dans le classement 2022 des villes et villages où il fait bon vivre, vous l'avez vu, et notamment la ville de Chambéry qui arrive au niveau national à 21 positions. Elle gagne 2 places par rapport au palmarès 2021 et à la 7e place des villes moyennes entre 50 000 et 100 000 habitants. Et on a 8 villes, 8 communes de notre agglomération qui arrivent dans le top 10 départemental. Donc on trouve également la Motte-Servolex, avec des classements au niveau national très honorables. Saint-Alban-Lès, Bassin, Cognin, Barbera, Challes-les-Eaux, Laravoire. Et pour les villages de moins de 2000 habitants, 5 communes de l'Agglo sont dans le top 10 départemental. Sona qui arrive à la première place et 10e au niveau national, avec un gain de 7 places. Ouais. Saint-Joire-Prieuré, Saint-Jean-d'Arvey, Curienne, Saint-Sulpice. Donc bravo et félicitations pour cette reconnaissance. Et une preuve de plus, s'il en fallait, de la qualité de vie qui règne dans notre territoire. Voilà. Merci, bravo. Et je laisse la parole, donc Jean-Benoît Serino qui a demandé à intervenir en préalable. Oui, merci Président de m'accorder cette courte prise de parole pour formuler un regret que notre Assemblée n'ait pas eu l'occasion d'un échange et donc d'un débat sur le sujet bien connu de tous des accès ferroviaires au tunnel de base du Lyon-Turin, préalablement à l'avis qui était demandé à notre collectivité par le préfet de région pour le 14 janvier dernier. Vous avez souhaité lui envoyer à nouveau le courrier que vous lui aviez transmis l'an passé, le 28 janvier 2021, suite à une discussion en conseil, en conférence des maires, si mes souvenirs sont bons, prétextant qu'il n'y avait rien de nouveau depuis pour organiser la discussion. Or, à l'époque, n'étaient présentés que 2 scénarios, alors qu'il y en a 3 aujourd'hui, et qu'un certain nombre d'éléments d'analyse nouveaux, présentés lors du COPIL de décembre 2021, auraient pu faire l'objet, à minima, d'une information des membres du conseil communautaire et certainement d'un échange intéressant et de discussions entre nous. C'eût été l'occasion d'un débat de qualité propre à enrichir une contribution qui aurait ainsi pu être un peu plus collective. L'importance du sujet est telle qu'il aurait mérité ce temps d'échange évidemment.
particulièrement à l'heure où nous allons parachever et entériner une démarche de revisite de notre projet d'agglomération ce soir, qui a permis justement ces échanges, des recherches de compromis et l'expression d'un certain nombre de nuances qui sont saines en démocratie. Malheureusement, ce dossier si stratégique et porteur d'avenir est régulièrement mis de côté dans notre agglomération et n'a pas été débattu depuis longtemps. Nous sommes quelques-uns à nous rappeler que la dernière fois, d'ailleurs, c'était le 14 décembre 2017, c'est-à-dire il y a 5 ans. Or, depuis, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. La ville de Chambéry, pour sa part, a débattu et adopté un texte en conseil municipal sur une position qui est la sienne depuis bien longtemps et qui était très claire et qu'il a fait en août 2020. Grand Chambéry a débattu et soutenu le scénario mixte porté par la ville de Chambéry notamment. Le conseil départemental a fait de même très récemment et a même fait le choix très saluable d'annexer les remarques et nuances qu'avait porté la minorité au sein du conseil départemental à la délibération majoritaire en faveur, là pour l'heure, du grand gabarit. C'est donc un regret sur la forme, bien sûr, qui s'accompagne d'un regret sur le fond, car sans consulter ni les maires, ni les vice-présidents, ni l'ensemble des membres du conseil communautaire, eh bien, vous choisissez malheureusement de vous aligner sur la position du conseil départemental, respectable au demeurant, mais qui n'a pas vocation à prendre en compte les enjeux spécifiques de notre agglomération. Après l'expression de ce regret, évidemment, je formule donc le vœu qu'à l'avenir, et j'en terminerai ici, les avis qui nous engagent toutes et tous, du fait de notre égale légitimité à délibérer, soient l'objet de discussions collectives dans le respect, la considération et la sérénité. Nous avons tout à gagner à ce type de discussion entre nous. D'avance, merci. Très bien, merci. Je ne vais pas apporter de réponse à cette intervention. Voilà, on va poursuivre. Oui, Aloïs Chassot, rapide alors. Hein. Je ne vais pas relancer les débats sur le Lyon-Turin. Jean-Benoît, ce que je disais à Jean-Benoît, dans la nostalgie du mandat précédent, puisque pour ceux qui étaient là, chaque conseil communautaire, on parlait, quel que soit le sujet, on arrivait à parler du Lyon-Turin, et donc des longs débats et discussions. Voilà. Comme dit Louis Besson, je crois qu'on en est à 30 ans d'études, de discussions sur ce sujet-là. Donc les débats, ils ont eu. Et effectivement, les derniers COPIL auxquels j'ai assisté, parce que j'ai assisté absolument à tous les COPIL, il n'y a absolument aucune avancée, aucun changement, aucune donnée supplémentaire. Non, oui. Je ne veux absolument pas lancer le débat sur le Lyon-Turin. Je veux juste dire un mot parce que Jean-Benoît réécrit un peu l'histoire comme ça l'arrange. Le débat que nous avons eu à la ville de Chambéry ne portait pas, en tout cas sur les 3 scénarios, puisque les 3 scénarios sont arrivés après. Donc je suis assez surpris de cette prise de position, Jean-Benoît, de notre collègue, parce que nous n'avons pas eu ce débat à la ville de Chambéry. Et les éléments qui ont été transmis, puisque la demande a aussi été faite à la ville de Chambéry par le préfet de région, portent sur effectivement le vœu qui a été adopté, qui avait été soumis en juillet 2020 ou août 2020, mais absolument pas avec les nouveaux éléments. Donc, assez surpris de cette prise de position et cette intervention, Jean-Benoît. Bon, allez. J'étais sûr. Merci, cher Aloïs, de ta surprise. Évidemment, il ne portait pas le débat que nous avons eu en conseil municipal le 31 août 2020 sur les 3 scénarios, puisque la ville de Chambéry a toujours eu la même position, depuis le début de ce mandat en tout cas, qui était de défendre le scénario mixte et que nous étions porteurs du respect de la DUP, toute la DUP, rien que la DUP. Très bien, merci. Allez, on compte. Vous faites court, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, donc on ne va pas... Oui, Président, ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je ne savais même pas qu'on allait parler de ce dossier ce soir. Ni moi. Je l'apprends. Et j'apprends en même temps, d'ailleurs, qu'il y a une position de l'agglo. Et si, je l'apprends. Et par ailleurs, je veux dire effectivement que lorsque nous avons adopté un vœu en conseil municipal après une présentation qui a été faite,
Le vœu disait expressément que nous souhaitions l'application de la solution proposée par la déclaration d'utilité publique. Les choses sont claires, c'est-à-dire une phase 1 avec la solution mixte et une phase 2 avec la solution chartreuse. Vous pourrez reprendre le vœu. Et nous avions par ailleurs eu une réunion de travail en invitant SNCF Réseau pour qu'ils puissent nous présenter quels étaient les scénarios auparavant. Merci Jean-Benoît. Ça me permet de savoir qu'il y a eu une position de l'agglomération. Je ne sais pas si dans les délégations de compétences que nous donnons au bureau ou au président, il était possible qu'il puisse y avoir une prise de position de cette nature sur ce dossier qui est sans doute le dossier le plus important que nous n'aurons jamais à connaître pendant cette mandature. Si nous avions eu ce débat, cela aurait permis d'éclairer une partie de nos collègues qui n'ont pas l'antériorité sur ce dossier. Je voudrais redire que pour la ville de Chambéry, il n'y a qu'une seule solution qui permettra à la fois d'atteindre les objectifs en matière de report de fret sur le rail, répondant à 15 millions de tonnes comme c'était dans l'enquête publique, mais également pour répondre aux objectifs du ministre des Transports qui fixe à 2030 15 millions de tonnes. Donc c'est deux choses qui ont été redites, y compris récemment par le gouvernement, de pouvoir basculer 15 millions de tonnes sur le rail, qui passe aujourd'hui par la route, et sa composante voyageurs. Certains peuvent regarder le dossier de loin, car ils seront loin de l'infrastructure. Chambéry verra passer effectivement ces trains, et peut-être l'ignorez-vous, mais quelle qu'était la solution qui soit retenue, dans Chambéry, le fret va tripler le nombre de convois. De la même façon d'ailleurs sur le lac du Bourget, quelle que soit la solution retenue. A contrario, il n'y en a qu'une qui permettra d'améliorer la desserte voyageurs de Chambéry et de la Savoie, qui est la solution mixte, puisqu'on gagne 20 minutes sur un trajet effectivement pour aller à Paris. Certains diront, ce n'est pas la priorité. Les voyageurs, peu importe si nous sommes desservis en 3 heures ou en 2h30, 2h40. Je pense que c'est un atout supplémentaire néanmoins pour la Savoie. Et nous gagnons 30 à 40 minutes entre les Alpes et l'agglomération de Lyon, et donc la perspective effectivement d'avoir des TER qui soient enfin compétitifs par rapport à l'autoroute. Ça n'est pas une mince affaire. Nous devrons donc collectivement exprimer, expliquer aux Chambériens, à l'agglomération de Chambéry, si ça n'était pas ce scénario qui était retenu, qu'on accepte de voir effectivement une croissance substantielle du trafic de fret dans l'agglomération de Chambéry sans avoir la moindre amélioration de voyageurs, car ce qui est prévu, c'est éventuellement des travaux sur la ligne historique du lac d'Aiguebelette pour nous faire gagner 4 à 6 minutes contre 30 à 40 pour la solution mixte. Sur le dossier de... Tout à l'heure qu'on a vu en bureau sur la RD 1006, vous avez dit que vous avancez en temps masqué pour gagner du temps. Je regrette que sur ce dossier, vous ayez avancé masqué pour donner un avis qui n'engage que vous et pour lequel, à mon avis, vous n'aviez pas de légitimité. Voilà. C'est un peu dommage, à un moment où on essaye de nouer une relation de travail et de confiance, que sur ce sujet-là, nous n'ayons pas eu ce débat préalable qu'on aurait pu avoir au moins en bureau des maires, puisqu'il n'y avait pas effectivement de réunion du conseil communautaire. Voilà. Je vous rappelle, parce que vous connaissez bien ce dossier comme ancien commissaire enquêteur, que les conclusions disaient que la DUP devait être faite sur les 2 phases successives. Elles étaient indissociables l'une de l'autre, la solution mixte puis la chartreuse, indissociables l'une de l'autre, qu'elles ne pouvaient pas être réversibles et que si elles étaient réversibles, on changeait substantiellement le contenu de l'enquête publique. Il me semble que, ce faisant, en prenant des positions différentes, il y a sans doute des raisons qui l'expliquent aujourd'hui, on prend un très gros risque juridique, y compris vis-à-vis de l'enquête publique.
si on avait eu le temps de préparer ce dossier, on aurait pu apporter des éléments et peut-être un débat plus nourri. Bon, c'est une réaction un peu de dépit, spontanée, après cette intervention de Jean-Benoît, mais vraiment, je le regrette spontanément. Juste une réponse. J'ai pris la peine qu'il y ait un débat en conférence de maire, peut-être vous étiez absent, en 2021. J'en ai fait la synthèse en indiquant la position de la ville de Chambéry, que vous n'avez pas changé depuis. Et donc en 2022, qu'on nous demande un avis alors qu'il n'y a eu rien de changé, eh bien j'ai repris exactement le même courrier, que j'ai réémis, ce même courrier avec ce même avis. Donc voilà, et donc le courrier a été envoyé à tous les vice-présidents, sinon Jean-Benoît ne l'aurait pas eu, il y a quelques temps, à peine je l'avais envoyé. Bon, le débat du Lyon-Turin, moi je ne souhaite pas le rouvrir, c'est comme ça, on nous demandait un avis, on ne nous demandait pas une délibération. J'ai fait le tour de table avec l'ensemble des maires et j'ai formulé une synthèse et un avis. Et encore une fois, je dis bien qu'il y a l'avis de la ville de Chambéry dans cet avis de Grand Chambéry. Donc c'était bien une synthèse de ce que j'ai pu entendre. Bon, on commence l'ordre du jour. Il faut désigner le Benjamin de l'Assemblée de secrétaire. Arthur Bonneveux est présent. Qu'il accepte, merci. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance de notre dernier conseil communautaire du 9 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des corrections, des observations, des demandes de correction? Non, je le fais approuver, délibéré. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Eh bien, c'est approuvé en l'état et je vous en remercie. Donc, comme à l'habitude, on a des rapports simplifiés et puis des rapports détaillés. Donc, je vais donner lecture des titres des rapports simplifiés. On en a 20. Et si vous en êtes d'accord, on les votera en bloc. Donc, le premier, qui concerne l'installation d'une conseil communautaire de Chambéry. On en a parlé tout à l'heure. Le rapport numéro 2, délégation de compétences du conseil communautaire au bureau et au président, abrogation de la délibération numéro 07720C. Le 3, modification de la composition de la commission d'appel d'offres, de la commission d'appel d'offres appelée à siéger en jury et de la commission de délégation de services publics. Le 4, tarif d'abonnement eau usée. Le 5, mise en conformité administrative des captages d'eau potable du Mont et du Téchet à Bellecombe-en-Bauge et de la Dresse à Doucy-en-Bauge. Le 6, approbation du versement d'une subvention à l'association Radial Savoie pour l'organisation du Congrès national des ambulanciers SMUR et hospitaliers. Le 7, approbation du versement d'une subvention à l'association Jeunesse sportive chambérienne pour l'organisation de son loto annuel. Le 8, approbation de l'avenant numéro 3 au contrat de concession de service public pour l'exploitation du parc événementiel du Phare avec le groupement Savoie Expo Pass. Le 9, qui est précisément ce rapport qui va être présenté en rapport détaillé. Donc je vais le passer. Le 10, attribution de compensation prévisionnelle 2022 pour les 38 communes de Grand Chambéry. Le 11, direction des systèmes d'information mutualisés avenant à la convention de fonctionnement du service commun. Le 12, modification de la composition des commissions. Le 13, précision sur le poste et le recrutement du poste de chef de projet de la transformation et de l'intégration numérique à la direction des systèmes d'information mutualisés et du numérique. Le 14, versement d'une subvention à la commune de Sainte-Reine dans le cadre de l'étude création d'un ensemble d'habitations de type lotissement et aménagement du centre-village. Le 15, versement d'une subvention à la commune de Barbie dans le cadre de l'étude d'urbanisme préopérationnel Centre-Bourg phase 2. Le 16, versement d'une subvention à la commune de la Motte-Servolex dans le cadre de l'étude d'urbanisme préopérationnel secteur Barbie-Dessous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur certains rapports ou des demandes de précision? Arthur Bonneveux, je vous en prie.
Merci Monsieur le Président. Ça va être très court. Sur la délibération numéro 2 sur les nouvelles délégations de compétences, est-ce qu'à l'avenir, on pourrait avoir les modifications en rouge ou dans une couleur particulière qui nous permettrait de voir rapidement dans le tableau ce qui évolue en termes de compétences? Et puis, bon, j'aurais eu tendance à dire, si le bureau avait duré 5 minutes, que je me pose des questions sur l'utilité du bureau, parce que souvent, la moyenne de tenue de nos bureaux est de 10 minutes en moyenne. Mais bon, là, on a eu un bureau avec des débats, donc si d'avenir, les bureaux pouvaient durer un peu plus longtemps et qu'on ait des débats, ça serait intéressant. Merci. Ok. Qu'est-ce que là, on a les précisions dans le corps, les modifications, c'est dans le corps de la délib, non, qu'on a les informations, hein, il me semble. Tac. Ah oui, on a une synthèse. Il convient d'apporter quelques ajustements pour permettre une plus grande réactivité. Tac, tac, vous voyez là, en première page. Ouais. Oui, oui, c'est la synthèse en 4 points. Ouais. Très bien. D'autres? Oui, je vous en prie. Bonjour, moi je voulais revenir sur la délib numéro 4 concernant le tarif des eaux usées. Je souhaite juste indiquer qu'en fait ça va être compliqué pour moi de soutenir une augmentation du tarif. Il est vrai que nous avons collectivement validé l'augmentation déjà des tarifs sur un précédent conseil, mais je m'aperçois aussi qu'il n'est pas forcément aisé de pouvoir suivre, en fait, d'être attentif à toutes les délibérations qui passent dans tous nos conseils, dans tous les endroits où on siège. Bref, en fait, j'ai laissé passer l'augmentation la dernière fois, et là, je souhaiterais m'abstenir tout simplement parce qu'à l'heure où tous les ménages subissent des augmentations de toutes parts, j'aimerais bien proposer en fait qu'on réfléchisse sur une tarification solidaire sur l'eau. Voilà, merci. Je ne sais pas si je laisse Daniel Rochex. Non. En fait, si j'ai bien compris, c'était un manque, c'était un oubli sur la délibération. Hein, voilà, c'est des précisions. Quant à la tarification solidaire, des études ont déjà été faites, des simulations en interne. On pourrait voilà, en reparler. Ah bah, Daniel. Donc, oui. Bonsoir. Donc j'entends le positionnement de Madame. Effectivement, elle profitait de cette délibération pour faire un phénomène de fond sur les augmentations. J'entends bien. Donc vous ne remettez pas en cause tout le truc. Et je dirais d'accord avec vous. Effectivement, on est soumis à beaucoup d'augmentations actuellement. Effectivement, cette délibération, si on parle de celle-ci, concerne uniquement les compteurs qui avaient été oubliés. Voilà. Donc ça n'apporte pas forcément de réponse, mais j'entends votre remarque. Donc ce rapport numéro 4, je vous proposerai de le mettre au vote d'une manière séparée, du coup, comme vous souhaitez vous abstenir ou ne pas faire part au vote. Abstenir, d'accord. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ces rapports? Non. Eh bien, je vous propose de mettre au vote donc les rapports 1, 2, 3, pas le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, pas le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Et donc, on revient au 4 qui concerne les tarifs d'abonnement d'eau usée. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Une abstention, j'en vois pas d'autres. Très bien. Et on passe au rapport détaillé avec le rapport 17 qui est l'actualisation du projet d'agglomération, la fabrique 2.0. Voilà, que je vais vous présenter moi-même. Voilà, c'est une démarche de près d'une année qui vous est présentée ce soir, une démarche faite d'interviews, de séminaires, de rencontres entre élus, d'échanges avec les services de l'agglomération, de réunions avec le conseil de développement. Ça a été un travail intense
Mais on ne partait pas d'une page blanche parce que le projet d'agglomération de 2017, qui était la fabrique du territoire, s'appelait ainsi, avait posé les enjeux et tracé les lignes de force des années qui arrivent. Il nous fallait simplement, si j'ose dire, actualiser ce document en l'adaptant au nouveau contexte et en entrant encore davantage dans le concret des actions. Et c'est ainsi que nous avons construit cette fabrique 2.0. Ce projet d'agglomération, on l'a voulu comme une véritable ambition pour le territoire, mais aussi comme une feuille de route pour notre mandat. Et à la suite du travail des élus, et grâce à l'éclairage avisé de notre intervenant, Romain Lajarge, universitaire, et de son équipe, qui nous ont accompagnés dans cette mission, eh bien, j'ai identifié 5 ambitions majeures pour notre territoire que je vous livre. La première, c'est un besoin de renforcer la proximité avec les habitants. La deuxième, c'est se développer en préservant nos acquis. Ensuite vient pouvoir habiter ensemble dans la diversité. Et puis améliorer les mobilités en visant toujours plus d'éco-responsabilité. Et enfin, toujours mieux intégrer la transition écologique dans nos principes d'aménagement. Et je crois que nous avons su ensemble identifier les problématiques principales qui se posent aujourd'hui à notre territoire. Ainsi, nous avons pu notamment mettre en lumière le besoin d'adopter une véritable stratégie foncière qui puisse répondre à nos besoins en termes de développement économique, d'habitat, d'activités agricoles, d'équipements publics, etc. Et nous avons également pointé le besoin d'apporter un véritable service d'appui aux communes, notamment les plus petites d'entre elles, qui ne disposent pas des moyens humains de mener à bien leur projet. Enfin, nous devrons mener une expertise et une réflexion sur le bon échelon territorial pour mener les compétences du bloc local. Donc là, je vous propose un petit film qui va vous présenter les grands enjeux de cette fabrique 2.0. Voilà, avec un sous-titre pour une baseline, comme on dit, pour un territoire uni et unique qui préserve la qualité de vie des habitants actuels et à venir. On lance le film. Notre projet d'agglomération nommé la Fabrique 2.0 est une actualisation du document de 2017. Il représente une véritable ambition pour le territoire, mais aussi une feuille de route pour orienter nos choix. Il est issu d'une démarche collective et participative pour fixer les orientations stratégiques. À la suite de ce travail de réflexion et de concertation, j'ai identifié 5 ambitions majeures pour nos territoires que voici. En premier lieu, les attentes de la population ont changé et nous devons adapter l'offre de services publics, nos réponses et nos moyens de communication. En un mot, renforcer la proximité avec les habitants. Ensuite, notre territoire attire en nombre de nombreux habitants et de nouvelles activités économiques. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie. Il faut donc nous développer en préservant nos acquis. Par ailleurs, les besoins en logement évoluant en fonction de l'âge et de la situation familiale et professionnelle, la pression immobilière étant de plus en plus forte, nous devons faire en sorte d'habiter ensemble dans la diversité. D'autre part, notre bassin de vie est soumis à des besoins de plus en plus forts en termes de transport. Ceux-ci doivent s'inscrire dans une démarche respectueuse de notre environnement et pour cela, nous devons améliorer les mobilités en visant plus d'éco-responsabilité, en trouvant un bon équilibre entre tous les modes de déplacement. Enfin, l'aménagement de notre territoire ne peut pas se faire aux dépens de notre qualité de vie, de nos paysages et de notre environnement. Nous avons donc la volonté de poursuivre et d'amplifier l'intégration des enjeux de la transition écologique dans nos principes d'aménagement. Dans les années qui arrivent, l'agglomération aura bien sûr à étudier la possibilité de prendre de nouvelles compétences. Pour chacune de nos actions, nous devons toujours nous poser la question de l'échelon territorial le plus pertinent. Mais il me semble primordial de s'assurer que nous exerçons pleinement et de façon qualitative nos compétences actuelles avant toute volonté d'élargissement.
Le projet d'agglomération, c'est pour moi la traduction de notre ambition pour notre territoire. L'enjeu principal de l'urbanisme, qui est ma délégation, c'est de révéler la beauté de nos paysages, de nos patrimoines naturels, de nos patrimoines bâtis. Et grâce à des outils de sensibilisation, de pédagogie qui complètent des documents de planification adaptés, il faut mettre en œuvre un urbanisme, un aménagement de qualité, qui soit respectueux du cadre, qui soit innovant, mais qui soit surtout porteur d'émotions et créateur de relations entre les habitants. Le but, c'est aussi d'être en appui pour les 38 communes de l'agglomération, ce qui signifie être présent pour l'ingénierie des travaux, la recherche de subventions, ça peut être aussi au niveau de l'urbanisme, donc des compétences importantes. Il nous faut des équipes qui soient structurées et puis très motivées. L'enjeu et finalement la crédibilité du projet d'agglomération, ce sera sa capacité à ouvrir de nouvelles compétences en matière culturelle, en matière sociale, en matière énergétique pour avoir un vrai projet ambitieux, mais également solidaire à l'égard des communes qui assument aujourd'hui ces responsabilités. La rénovation totale du campus de Jacobel-Combette va mobiliser plus de 60 millions d'euros dans les 20 ans à venir et pour lequel l'agglomération, sur une dizaine d'années, sera amenée à mobiliser 8 à 10 millions d'euros. La deuxième opération déterminante, c'est celle qui concerne l'économie avec Chambéry-Grand Lac Économie, qui vise à repérer et à requalifier les sites industriels qui se sont développés par le passé et aussi à faire des acquisitions foncières de façon à préserver l'avenir, d'aménager et de ménager notre territoire. La politique de la Vigue et le renouvellement urbain, ce sont 13 quartiers de l'agglomération qui constituent 13% de la population. Les habitants qui résident sur ce quartier rencontrent des difficultés qui sont liées à l'accès à l'emploi, au déplacement et aux services. Donc l'ambition et l'enjeu de ce projet d'agglomération, c'est de donner vraiment les mêmes chances que sur tout le reste de l'agglomération à ses habitants. Dans une démarche de solidarité et aussi d'inclusion, il convient d'offrir des logements améliorés, diversifiés et de donner l'envie à ses habitants d'y habiter, de construire un parcours de vie personnelle et professionnelle, et puis aussi de souhaiter s'impliquer. L'enjeu principal, c'est de rapprocher les habitants de l'agglomération, c'est de mieux faire connaître les différentes compétences de l'agglomération et c'est de faire en sorte d'accompagner les communes dans leur diversité territoriale. 38 communes qui vont d'une ville comme Chambéry, 60 000 habitants, à des villes, des communes des Bauges où nous avons 200, 300, 400, 500 habitants. Donc là, il y a un enjeu prioritaire qui est l'accompagnement et le aller vers les populations. Proposer un service de collecte des déchets de qualité avec notamment une réflexion sur des nouvelles collectes telles que les collectes des cartons, des biodéchets ou les déchetteries mobiles, d'engager le territoire vers un territoire zéro déchet avec des actions de réduction des déchets, de prévention, comme par exemple la réflexion sur un centre commercial de l'économie circulaire et la mise en place de ressourceries sur le territoire.
Dans la délégation des grands équipements, l'enjeu principal est d'offrir des équipements de qualité avec un service public toujours au plus proche des administrés dans nos différents équipements que sont la patinoire, la piscine, le phare ou le parc des expositions. Pour le service des eaux, le projet d'agglomération doit permettre d'assurer un service public de proximité performant sur tout le territoire au service des habitants. Il doit s'adapter et contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux et préserver les ressources naturelles. Et c'est bien dans cette vision que le service des eaux de Grand-Chambéry assure déjà actuellement ses missions. L'enjeu pour les années futures est de faire de Grand-Chambéry une destination touristique aux loisirs de montagne et de plein air, avec effectivement un aspect culturel et patrimonial de référence. La marque Chambéry Montagne que nous développons actuellement se veut être un signe permettant de penser, mieux vivre la planète et mieux vivre notre territoire. La mobilité, c'est à la fois quelque chose qui est fondamental pour la qualité de vie des habitants et c'est également un type d'action qui a un très fort impact écologique. Nous devons donc mettre en place des solutions de mobilité qui soient à la fois durables et facilement accessibles. Ça ne sera pas une solution unique, mais ça sera forcément un mix. On pourra combiner les différents modes de déplacement en fonction de leur domaine de pertinence. S'il fallait retenir une action plus symbolique que les autres, ça serait la création d'une communauté de mobilité qui irait au-delà du seul territoire de Grand-Chambéry dans toutes les directions et qui permettrait aux habitants de passer facilement du train au bus, du vélo à la voiture partagée avec un seul système d'information et un seul système de paiement. Au-delà de la transition écologique et de la transition énergétique qui est portée, bien entendu, par le projet d'agglo, le projet d'agglo couvre aussi la solidarité. C'est pourquoi cette compétence doit s'adresser à toutes les collectivités, apporter l'assistance nécessaire aux plus petites d'entre elles qui ne bénéficient pas de services structurés. Dans ma délégation de transition écologique et de développement durable, l'enjeu principal sur ce projet d'agglomération est d'engager concrètement des actions qui vont permettre à notre territoire d'atteindre notre objectif à 2050, à savoir celui de la neutralité carbone dans le cadre des accords de Paris. Donc il va s'agir d'engager concrètement la massification de la rénovation énergétique du parc de logements privés et publics, mais aussi des bâtiments communaux. Nous avons également l'ambition de massifier la production d'énergie renouvelable ainsi que des travaux d'efficacité énergétique des bâtiments. Dans le projet d'agglo, on parle beaucoup de circuits courts, que ce soit dans le bois, que ce soit dans l'agriculture. Et aujourd'hui, on a des efforts à faire sur le budget de l'agglo, c'est-à-dire qu'on met un budget fort qui permette d'avoir la politique que l'on veut. Et surtout, l'agriculture, le bois, ça ne s'arrête pas aux limites de l'agglo, ça va aussi sur les autres territoires. Donc travailler en synergie avec que ce soit les agglos voisines ou même le département. C'est important, c'est de prendre la bonne voie et de la tenir dans la durabilité.
C'est une compétence qui vient à la fois en amont et à la fois en aval du projet d'agglomération. En amont, parce qu'il s'agit de donner les grandes masses auprès des élus de ce que l'agglomération peut faire à travers ses budgets sur les années qui vont s'étaler pendant 3, 4, 5, 10 ans derrière. De voir quels sont les moyens afférents et quelle est la chronologie de mise en œuvre de ces moyens pour donner à l'agglomération, aux vice-présidents et aux communes les moyens de mettre en œuvre le projet qui aura été retenu et les différentes déclinaisons qui auront été acceptées, accordées ou négociées. J'ai souhaité pour ce projet d'agglomération que nous ayons une vision opérationnelle, concrète et cohérente. Celui-ci fera l'objet d'un suivi régulier et d'une mobilisation adéquate et maîtrisée des ressources disponibles, tant en termes financiers qu'humains. Allô? Oui, ça y est. J'avais prévu de vous repasser le diaporama que j'ai passé d'abord en conférence des maires et puis ensuite à l'ensemble en visio où tous les conseillers communautaires et les conseillers municipaux étaient invités, mais je pense que je ne vais pas le faire parce qu'il y aura quand même des redites, si vous voulez bien. Donc on a, vous l'avez hein, dans le document, il y a un document écrit qui a été, il reste encore des mises en forme à faire, mais vous l'avez dans l'application Idées Libres en annexe au complet, par fiche, qui est très facile à lire avec quelques chiffres significatifs par compétence. Voilà, donc on va s'en tenir là pour la présentation. Et puis, avant d'ouvrir le débat, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement et sincèrement l'ensemble des élus, nos services, le conseil de développement, l'équipe qui était réunie autour de Romain Lajarche pour ce travail réalisé. Et puis, vous dire que ça, là, on est dans les axes stratégiques, on est dans les grandes orientations. Et comme ça a été précisé, eh bien, c'est un préalable pour nous aider sur ce mandat à donner une direction, à orienter nos choix. Et vous l'avez d'ailleurs dans le document, annexé au document, toutes les actions, les fameuses 123 actions, dont certaines sont déjà démarrées, d'autres sont récurrentes, d'autres sont obligatoires. Et puis 33 actions cibles qui ont été sélectionnées pour dire bon, c'est celle que l'on souhaite sur ce mandat-là. Et on va, les arbitrages vont démarrer à partir de maintenant et feront l'objet, sur les actions bien évidemment, feront l'objet du débat d'orientation budgétaire. Voilà, plutôt que de commencer, ça a vraiment été un choix de faire ce travail préalable, ça a pris un petit peu de temps, mais plutôt que d'aller bille en tête dans les actions, parce qu'on sait tous, on a tous des envies, on sait tous ce qu'on veut faire, on a plein d'idées, on sait aussi comment le faire, mais on voulait, moi je tenais à répondre sur le pourquoi on voudrait faire tout ça, et c'est à travers ce projet d'agglomération et ces orientations stratégiques que l'on tend à répondre à cette question du pourquoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse la parole s'il y a des souhaits d'intervention, de questions. Je dirais que vous le connaissez, on l'a présenté. Non, oui, Arthur Bonneveux. Je vous remercie pour cette vidéo qui est effectivement très explicative et qui donne forcément envie. Moi, ma question, elle est concrète. Je ne reviendrai pas sur les remarques et les reproches que j'ai faits sur la méthode, sur la concertation. Je continue à considérer que les maires n'ont pas suffisamment été associés, ceux qui ne sont pas vice-présidents. Ma question, c'est... On a eu une présentation d'un cabinet sur les finances de l'agglomération qui a clairement montré qu'on n'était absolument pas en capacité de financer l'ensemble de ces actions. Et dès lors, comment est-ce qu'on va choisir, prioriser les actions? Qui va faire partie des arbitrages de la PPI? Quel degré d'implication les élus qui ne sont pas
membres de l'exécutif pourront-ils participer? Voilà, moi, c'est tout ce genre de questions qui me font dire que je voterai bien évidemment favorablement à ce projet d'agglomération. Par contre, je serai très vigilant dans les semaines à venir pour que la voix des élus qui ne sont pas représentés, qui représentent parfois 5000 habitants, comme la commune de Barbera, aient aussi leur mot à dire et que les belles paroles qui sont présentées là dans ce diaporama puissent se concrétiser et qu'on n'aille pas que dans un sens, mais qu'on respecte bien toutes les opinions. Merci. Oui, merci. C'est vrai que on a travaillé en amont avec les vice-présidents, ça a été mon choix parce que j'ai souhaité qu'on soit efficace sur cet aspect-là. Mais les actions vont être priorisées, le travail de priorisation va être fait compétence par compétence avec les vice-présidents. Mais le DOB, c'est tout le monde. Tout le monde aura la parole puisqu'on va avoir ce débat d'orientation budgétaire sur proposition de l'exécutif. Et pour répondre à cette question, c'est vrai que ça va demander... On est en cours de... les services sont en train de finaliser les derniers chiffrages. Toutes les actions ont été chiffrées. C'est un travail colossal. Donc on va être précis. Ça va rentrer aussi en ligne de compte, effectivement, l'aspect budgétaire, parce que pour l'instant, là aussi, j'ai dit, allez, on y va, on s'autorise à rêver. Et on ne met pas de chiffres en face, jusque maintenant. Là, on met les chiffres. Donc c'est le critère qui va arriver là, et ça va être le débat d'orientation budgétaire. Mais les choix vont être difficiles, c'est sûr. Et puis, il faut se mettre en tête que dans toutes ces actions, certaines vont être commencées sur ce mandat, mais pas totalement financées sur ce mandat. On sait bien comment ça fait, hein. On sait comment ça se passe sur nos communes. Hein. On démarre et puis soit ça prend du retard, soit c'est à cheval sur 2 mandats. Donc il faut aussi avoir ça en tête, que certaines actions, on pourra s'autoriser à les démarrer et peut-être qu'elles s'enclencheront, elles se termineront sur le mandat d'après et donc d'autres budgets. Voilà comment, mais oui, bien évidemment, tout le monde va participer à ce débat d'orientation budgétaire et à la construction de la PPI jusqu'en 2026. Ouais. Alain Caraco, je crois. Oui, c'est ce que... Oui. Et puis après, Philippe Cordier. Oui, c'est une observation très formelle, mais je trouve que par rapport au gros travail que nous avons commencé il y a pas mal de temps, en effet, les dernières versions du document font qu'on a de plus en plus de mal à se repérer. En particulier parce que les actions se retrouvent dans de longues listes alphabétiques sans aucune accroche à l'ambition derrière. J'ai retrouvé une action qui s'appelle « Développer » dans la liste alphabétique, « Développer une tarification adaptée ». Oui, c'est très bien. C'est pourquoi? C'est pour l'eau, les déchets, les transports en commun. Enfin, voilà, c'est juste une petite alerte. Quand on a un catalogue avec 130 actions, il faut qu'elles soient numérotées et qu'on sache à quelle ambition elles se rattachent. Sinon, je pense que c'est un beau travail collectif. Je pense qu'on va être malheureusement, probablement un peu déçu quand on va rapprocher ça de nos moyens, mais chaque chose en son temps. Pas sûr. À nous d'être intelligents et de faire tout rentrer dans l'enveloppe. Oui, on prend la remarque. Hein, c'est vrai que il est pas, c'est pas le document final et on peut encore améliorer. Hein, c'est évident sur le. Et puis chaque action, Alain, vous savez, c'est en face, on a eu pour travailler des fiches très descriptives. C'est ça qu'il faudra qu'on les mette certainement, ces fiches également dans le document, parce que là, du coup, on sait vraiment de quoi on parle. Mais oui, présenter comme ça, ouais, le titre ne suffit pas. Ouais. Mais après, moi, je trouvais qu'il était plus clair, du coup, le dernier document qui a été présenté. Et puis, on a eu aussi une remarque à sens inverse en disant, ouais, c'est trop... voilà, c'est trop détaillé, il faut synthétiser. Bon, c'est toujours la difficulté de tels documents. Hein. Où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on est très synthétique ou est-ce qu'on est très dans le détail? Voilà. Philippe Cordier, c'est ça? Vous souhaitez intervenir? Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Je souhaite tout d'abord, Monsieur le Président, comme ça a déjà été fait,
Saluer le travail de fond qui a été réalisé à l'occasion de cette actualisation du projet d'agglomération, parfaitement illustré d'ailleurs, comme l'a souligné Arthur Boisneveu, par la qualité du film qui nous a été présenté. L'exercice qui consistait à revisiter un projet adopté, somme toute, assez récemment, en 2017, pour tenir compte d'une part des bouleversements liés, bien entendu, à la crise sanitaire, aussi inattendue que profonde, que nous subissons depuis 2 ans, et d'autre part des évolutions politiques issues des élections municipales de 2020. C'était un exercice délicat que vous avez mené avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la démarche, avec efficacité. Globalement, nous adhérons donc aux grands axes qui ont été dégagés, en particulier sur les enjeux majeurs que sont d'une part l'amplification de la stratégie d'aménagement et de foncier, et d'autre part le renforcement de l'appui aux communes pour une agglomération engagée dans la transition écologique plus attractive et plus solidaire. Nous souhaitions néanmoins revenir sur 2 points qui nous paraissent importants pour donner encore plus de force et d'impact à ce projet d'agglomération. Sur la forme, tout d'abord, ce travail d'actualisation a mobilisé, vous l'avez souligné, tous les acteurs de l'exécutif, que ce soit alors les 38 maires, moi j'avais noté, et l'ensemble des vice-présidentes et des vice-présidents. Et je mesure, pour le dire positivement, le niveau de diplomatie et de persévérance que cela a nécessité et dont vous avez su faire preuve. Il aurait été néanmoins souhaitable que les 14 commissions de notre agglomération soient plus impliquées qu'elles ne l'ont été dans l'élaboration de cette actualisation. Cela rejoint d'ailleurs un constat que j'ai eu l'occasion de partager avec vous, et je sais que vous y êtes sensible, sur le fait que certaines commissions ont eu une activité inexistante ou quasi inexistante depuis le début du mandat. Ce projet d'amélioration, pour qu'il soit ancré dans la réalité et la diversité de notre territoire, doit être porté et doit associer les 82 élus communautaires et, j'allais dire au-delà, les 500 élus municipaux de notre agglomération qui doivent également se l'approprier. Je souhaite donc que, comme vous venez de l'évoquer, la priorisation des actions fasse l'objet de cet examen approfondi en commission. Sur le fond, ensuite, je souhaite insister sur le nécessaire renforcement de la notion d'intérêt communautaire au sein de notre agglomération. L'actualité récente, et je fais référence au dossier de la compétence sur la gestion des eaux pluviales, a montré que les égoïsmes municipaux pouvaient encore être en embuscade et prendre malheureusement le pas sur cet intérêt communautaire. Cet intérêt communautaire doit pouvoir s'appuyer sur une relation de confiance, et je crois pouvoir dire que nous sommes nombreux dans cette Assemblée à le souhaiter, entre l'agglomération et la ville-centre, plutôt que sur un rapport de force permanent, un peu vain et non constructif. Et donc, avant de se lancer dans l'élargissement des compétences de l'agglomération, et bien entendu sans en rejeter le principe, il me semble prioritaire de renforcer et compléter les compétences existantes. Alors, 2 exemples pour illustrer mon propos. Nous devons approfondir nos réflexions et jouer pleinement notre rôle politique, au sens noble du terme, à propos de l'avenir des activités de montagne de notre territoire, pour lequel nous devons faire des choix structurants pour l'avenir, en lien, bien entendu, avec tous les partenaires, en premier lieu le syndicat mixte des stations des Bauges et le parc des Bauges. Ces choix seront d'autant mieux compris et partagés s'ils sont portés par Grand Chambéry, dont chacune des 38 communes qui la constituent est concernée, que ce soit parce que les habitants de ces communes vivent de ces activités de montagne, ces activités pouvant être économiques, touristiques, agricoles ou sociales, ou parce que les habitants de ces communes sont les habitants de ces communes sont les adeptes, les usagers ou les clients de ces activités. Alors j'ai noté que 2 des 33 actions cœur de cible y font référence, mais je pense qu'il faut aller plus loin et faire de cette question une priorité
transverse pour les mois qui viennent, comme j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer en septembre dernier, à propos des orientations stratégiques qu'il conviendrait de clarifier pour les stations d'ébauche. La deuxième illustration concerne la gestion des équipements sportifs de notre agglomération. Nous sommes sur ce sujet un peu au milieu du gué. Certains équipements, le phare notamment, à travers son intégration dans l'ensemble du parc événementiel Savoie Expo, les piscines, dont nous allons inaugurer ce week-end la réouverture pour Buisson-Rond, la patinoire sont sous pilotage agglomération, d'autres restent sous pilotage communal, que ce soit le futur stade de Chambéry ou les installations existantes comme le stade de Charrière-Neuve, les plaines de jeux de l'agglomération et les autres installations sportives, quelle que soit leur commune d'implantation. Alors ceci a pour conséquence une utilisation non optimisée de certaines infrastructures et une certaine frustration de la part des responsables des clubs utilisateurs qui, lorsqu'il s'agit de répondre à leurs attentes et les accompagner dans leurs projets. Et donc, avant de s'intéresser à d'autres compétences, et encore une fois, sans en rejeter le principe, allons au bout des sujets qui sont déjà sur la table. C'est en s'appuyant sur des démarches abouties sur les compétences existantes que l'on pourra, avec confiance entre les membres de cette Assemblée, les étendre à d'autres domaines, comme par exemple les équipements culturels. Alors, il est effectivement écrit dans le document que vous nous avez remis, page 9, qu'il est nécessaire de conforter les compétences exercées par l'agglomération, mais je voulais insister sur ce point, avec ces deux illustrations, sur cette priorité qui est collectivement de renforcer la prééminence de l'intérêt communautaire. Tels sont les principaux compléments que nous souhaitions évoquer sur cette actualisation du projet d'agglomération que, par ailleurs, je le rappelle, nous approuvons dans sa globalité. Merci. Bien, merci pour cette intervention. Je vais vous... Alors, concernant les commissions, c'est vrai que les commissions, moi j'ai demandé aux présidentes et présidents de commission de travailler, et ça a été fait pour certaines, peut-être pas tous, mais en tout cas il va falloir, vous avez bien raison, que les commissions s'en emparent de ce projet, et ne serait-ce que pour l'évaluation, c'est-à-dire il va falloir suivre sur ce quoi on s'est engagé. Et je pense que les commissions seront très utiles tout au long des années qui viennent pour suivre, éventuellement rappeler à l'ordre. Voilà, donc elles vont jouer le rôle dans ce sens-là. Voilà, sur les... Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, Marthe Noublecourt. Merci Monsieur le Président. Un petit complément sur ce que disait mon collègue. Effectivement, je rejoins une bonne partie de ce qu'il disait avec peut-être un point de vue légèrement différent. Le rapport mentionne, et j'ai trouvé ça très positif, la question des compétences. On en a parlé plusieurs fois ici dans cette enceinte, avec la notion de conforter avant de réfléchir à des nouvelles compétences. Donc j'entends effectivement cette nécessité, évidemment. Je pense qu'on peut difficilement avoir cette réflexion sans, j'ai déjà pu l'évoquer ici, la réflexion sur la solidarité entre les communes. Et je pense que nous avons besoin d'une réflexion globale et objectivée. Donc nous avons déjà de nombreux chiffres qui ont pu être présentés par le vice-président Jean-Marc Léoutre dans le pacte financier et fiscal au dernier conseil communautaire. Nous avons tous salué la complétude de ce travail. Il nous manque maintenant, je pense, l'espace de débat en fait, pour parler de cette question de la solidarité entre les communes, des différences économiques, sociales, des charges de centralité. Donc je pense que ça a été évoqué aussi dans la question des commissions. Je serais ravi si la commission prospective pouvait s'emparer de ce sujet. Elle ne s'est pas encore réunie à ma connaissance, donc je voulais savoir quand est-ce que ce travail pourrait démarrer et sous l'égide de qui. Merci. Oui, donc ce travail, moi je me suis engagé à ce qu'on le démarre. Quelle commission certainement celle que vous citez. On va... Il est clair que dans le débat, dans le débat d'orientation, cette question va se poser. Va se poser, il va falloir qu'on ait des éléments assez rapidement.
sur telle ou telle prise de compétences. Et c'est bien suite à ce débat d'orientation budgétaire que l'on enclenchera, en tout cas ça n'empêche pas de commencer les réflexions, que l'on enclenchera ce sujet de prise de nouvelles compétences. D'autres interventions? C'est bon, ça vous va? Oui, Arthur Bonneveux. C'est pour une demande de précision. Vous nous avez dit que le choix, on va dire, le choix de l'ordre de priorité des actions sera débattu lors du DOB. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on va regarder action par action pour voter collectivement, dire celle-là elle est prioritaire, celle-là elle n'est pas prioritaire? J'imagine que non, parce que sinon le conseil communautaire va durer 8 heures. Donc ce pré-choix, par qui va-t-il être fait et à quel moment nous, élus qui ne sommes pas membres de l'exécutif, pourront y participer? Oui. Vous avez vu, il y a 123 actions, 90 actions sur lesquelles elles se feront. Et puis 33 cibles, il y en a 33. Ça va, c'est déjà mieux que 123 sur lesquels il va falloir vraiment débattre. Il va y avoir un premier, je disais, arbitrage en exécutif, les 15 vice-présidents, va donner déjà une orientation et faire des scénarios. Parce qu'on va dire, voilà, avec le budget que l'on a, eh bien, on va avoir les coûts en face. Et on va donner aussi des priorités en fonction de ce qu'on aura dit dans les orientations stratégiques. Et c'est sur cette base-là, ce pré-travail de l'exécutif qui sera soumis à l'ensemble, à cette assemblée. Et donc tout le monde va pouvoir contribuer, participer, donner son avis sur la priorisation et le choix de ces actions. C'est pas clair? Oui, Christian Berthelot. Il me semblait avoir compris que les 33 cœurs de cible, c'était vraiment celles qui étaient, on était sûr de les mettre en place, et les 90, c'était celles qui étaient à débattre. J'ai compris l'inverse? Oui, j'ai eu peur de me tromper. Non, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, les 33, c'est des nouvelles à débattre. Oui. Et les 90, on considère qu'il n'y a pas de débat, que c'est possible, elles seront mises en voilà, œuvre. Qu'elles sont possibles. Oui. Oui, et qu'elles peuvent être réinterrogées. Ça reste, parce qu'elles ont été listées, ma foi, voilà, si on considère qu'elles ne sont pas nécessaires, eh bien, on les supprime et on les remplace. Oui, Christian Berthelot. Monsieur le Président, je voudrais qu'on fasse attention dans l'expression qu'on peut avoir les uns avec les autres. J'entends par deux fois ce que vous avez dit sur l'exécutif, c'est-à-dire en fait les vice-présidents et vous-même, pour être plus efficace. Alors je m'excuse si en tant qu'élu, on rend le service, en tant que maire, on rend le service moins efficace, mais ce serait bien qu'on soit associé un peu. Merci. Oui, Aurélie Lemeur. Merci. Oui, pour rejoindre ce qui a été dit à plusieurs reprises sur la question du processus d'élaboration, le futur de choix que nous allons devoir faire sur ces différentes actions. On comprend qu'il y a eu un gros travail de fait sur les actions, mais même y compris au sein de l'exécutif, on avait un comité de pilotage du projet d'agglo qui s'était réuni au début de la démarche, qui associait quelques vice-présidentes et vice-présidents, et il ne se réunit plus. Moi, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. On l'apprend là dans la vidéo ce projet d'agglo va être suivi, évalué. Quel va être aussi le processus, les instances qui vont être associées à ce suivi. Une fois par an, on aura un état. Je pense que l'étape d'après, c'est d'écrire noir sur blanc la gouvernance
du projet pour répondre effectivement aux demandes qui s'expriment et de pouvoir structurer ces échanges que les maires demandent pour vraiment clarifier et que ce projet soit vraiment porté par l'ensemble de notre territoire. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Oui, bien sûr, on n'a pas encore défini les règles. J'ai parlé d'évaluation, il faudra, et suivi, évaluation. On a ce comité de pilotage. Bon, il ne s'est pas réuni récemment parce qu'on arrive en bout, ça y est, il est présenté. Mais ça pourrait être en premier lieu ce comité de pilotage qui définit ou qui propose, mais élargi évidemment, puisque tout à l'heure je le disais, il faut que les commissions puissent participer activement sur le suivi et cette évaluation de la mise en œuvre du projet d'agglomération. Donc oui, je trouve que c'est une bonne proposition. Oui, Arthur Bonneveux. Oui, alors, je suis désolé, je reviens sur cette question des 90 et des 33. Ça veut dire que si je prends la liste des actions qui seront forcément mises en œuvre et pas soumises au débat pour savoir si on doit les mettre en œuvre, on prend le tourisme d'affaires durable qui doit être développé, le bail amphithéotique pour les sessions économiques, un espace de participation mobile Grand Chambéry et vous, et dans celles qui seront à débattre, améliorer la desserte de Savoie-Technolac, développer un centre commercial de l'économie circulaire, massifier la rénovation énergétique des bâtiments communaux. En fait, c'est exactement dans les 33 celles qui ont été présentées dans le diapo, enfin dans la présentation, et les 90 autres n'ont pas forcément été mentionnées. Donc, honnêtement, Monsieur le Président, je ne comprends pas là. Elles n'ont pas été présentées parce que ce sont des actions qui sont soit engagées, soit qu'on va être contraint de faire et que l'on pourra financer. On s'est attardé, ces 33, elles ont été sélectionnées ensemble. Enfin, il y a eu par une classification, par une notification. Voilà, une notation des vice-présidents. Et donc, voilà celle qui arrivait, on s'est dit, en cœur de cible. Oui, une demande d'intervention de Corinne Wolf. Allez-y. Je voudrais simplement pas qu'il y ait un malentendu entre tous les élus de cette instance. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de dire que certains élus, en particulier les vice-présidents, sont plus habilités que d'autres à décider. C'est simplement, je vous donne mon ressenti et la façon dont nous avons travaillé sur la méthode qui a été employée, c'est qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'actions qui étaient extrêmement denses et que nous avons défini un certain nombre de critères qui nous paraissaient justes pour élaborer une forme de classification également de ces différentes actions. Alors, pour vous donner par exemple une idée de ces critères, il y avait des critères, il s'agissait de savoir si une action avait un effet sur tout le territoire ou sur quelque chose de très particulier, voire à la marge de l'agglomération, si cela augmentait la proximité de l'agglomération avec ses habitants, s'il y avait une équité territoriale assurée par cette action, si l'on dépassait les frontières de l'agglomération. Enfin, vous voyez, il y avait comme cela un certain nombre de critères qui avaient été définis. Et je trouve qu'effectivement, il va bien falloir que maintenant, l'ensemble des élus soient éclairés sur ces critères et qu'ils comprennent la façon dont nous avons élaboré ces choix. Voilà, mais je voudrais qu'on puisse lever cette suspicion qu'il y a chez nous des élus à deux vitesses. C'est évidemment pas du tout l'objet, je crois, du travail que nous avons souhaité mener. Merci. Oui, Martin Noblecourt.
Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Arthur Boisneveu. En fait, à la première lecture, pour moi, il était évident que les cœurs de cible, c'était les actions obligatoires et les autres étaient facultatives. Alors, j'ai peut-être lu un peu vite. Je pense qu'en termes et puis en plus, elles sont toutes affichées dans la vidéo. Je pense qu'en termes de clarté pour le public, puisque si nous, élus, on a du mal à comprendre, il faudrait renommer, en fait. Il faudrait dire 33 actions à priorité et 90 actions obligatoires ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, ça donne vraiment l'impression inverse, surtout de les afficher dans la vidéo comme ça. Merci. Oui, c'est délicat de leur donner ce nom-là parce qu'on en a débattu justement, savoir quel nom on leur donnait. On a eu du mal, puisqu'on n'a pas encore décidé si elles étaient d'un côté aussi de l'autre. C'est une priorité, je vous dis bien, qui a été notée. Corinne Wolf a reprécisé comment on est arrivé à ce classement-là. Mais à tout moment, bien évidemment, on peut redébattre de tout ça et de leur classification. Bon, et s'il n'y a plus d'intervention, je vais mettre au vote pour l'approbation de ce projet d'agglomération La Fabrique 2.0. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. On passe au point suivant, qui est le rapport 18, qui concerne le bilan de la concertation préalable au projet de modification numéro 2 du PLUI-HD. Et c'est la vice-présidente Corinne Wolf qui nous fera la présentation. Alors, je vais l'évoquer de façon un peu synthétique parce que le sujet est un peu rébarbatif. Je voudrais simplement insister sur le fait que cette délibération a pour objet d'acter le bilan de la concertation préalable. J'insiste sur cette question de préalable pour ne pas que vous puissiez imaginer qu'il s'agit du bilan de l'enquête publique qui, vous allez le voir, se déroulera plus tard dans le cours de la procédure. Nous avions déjà souvent évoqué dans cette instance le déroulement de la procédure de modification numéro 2 de notre plan local d'urbanisme intercommunal qui a donc été engagé en juillet 2021. Vous avez dans la délibération l'ensemble des sujets qui se rapportent à cette modification numéro 2. Et il se trouve que la loi dite ASAP a rendu obligatoire une concertation dès lors que la procédure de modification était soumise à évaluation environnementale. Nous avons évoqué cela aussi dans de précédentes séances. Cette modification numéro 2, malgré la préanalyse que nous avions soumise dans le cadre de cette procédure, n'a pas suffi à convaincre l'autorité environnementale qui nous impose donc de répondre à une évaluation. Alors, cette concertation a donc été engagée. Elle l'a été du 22 novembre au 22 décembre 2021 inclus, selon les modalités de concertation habituelles, c'est-à-dire par voie de presse. Il y a eu également des affichages dans l'ensemble des communes. Il y a eu des dossiers de concertation mis à disposition du public au siège de Grand Chambéry ainsi qu'à l'antenne des Bauges et dans différents autres endroits. Il y a eu également le dossier consultable par poste informatique et sur le site internet. Et le public a donc pu participer à cette concertation et faire part de ses observations et propositions écrites, à la fois dans des registres de concertation déposés au siège de Grand Chambéry, par voie et à l'antenne des Bauges, par voie postale à Monsieur le Président, ainsi que par courrier électronique et sur un registre dématérialisé. Donc ces modalités de concertation ont bien été mises en œuvre et le bilan est le suivant. Il y a eu durant cette période de concertation 15 propositions qui ont été déposées sur le registre dématérialisé, 8 mails qui ont été reçus dans la boîte mail dédiée, 2 courriers réceptionnés, 4 contributions déposées sur les registres papier, avec un registre dématérialisé qui a fait l'objet de 1605 visites et 231 consultations, essentiellement d'ailleurs de particuliers, la plupart pour des demandes de constructibilité, et puis également des associations, notamment l'association des Bauges ski nordiques et la FDSEA.
Alors, l'ensemble des observations vous sont notifiées dans le cadre de cette délibération. Et au terme donc de cette procédure de concertation, eh bien, on peut considérer que le projet de modification était finalisé et il a donc pu être notifié aux personnes publiques associées ainsi qu'à l'autorité environnementale. Et c'est à l'issue de ce retour qu'il y aura donc une enquête publique dont les formes sont évidemment prévues par le Code de l'environnement. Et c'est seulement à l'issue de cette enquête publique que le président de Grand Chambéry pourra présenter le bilan de l'enquête et que nous pourrons adopter à la suite la délibération motivée par le préfet compte tenu éventuellement de modifications demandées à la suite de cette enquête. En conséquence, il vous est donc proposé d'approuver le bilan de cette concertation préalable au projet de modification numéro 2, d'approuver le bilan de la concertation préalable au projet de modification numéro 2 tel qu'annexé dans la présente délibération, d'autoriser le président ou son représentant à poursuivre la procédure de modification numéro 2 du PLUIHD et de préciser que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de Grand Chambéry et dans les mairies des communes de l'agglomération durant 1 mois et sera en outre publiée au recueil des actes administratifs. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des interrogations ou des interventions? C'est clair? Oui, je vous en prie. Bonsoir. Je vais profiter de cette délibération pour poser une question en matière d'urbanisme. Je m'interroge sur la réalisation, enfin en tout cas la réalisation des commissions. On n'a aucune commission qui sont organisées depuis septembre et je trouve que c'est assez inquiétant. Merci. Écoutez, je vais demander à tous les présidentes et présidents d'effectivement réunir les commissions. Je sais que certaines ne se sont pas réunies. C'est important, vous avez raison de le souligner. Donc c'est une demande que je vais faire et que je vais faire de manière officielle pour qu'on ait ces réunions, ces commissions se réunissent et se réunissent régulièrement. C'est important, c'est vrai, je me rends compte que certains élus communautaires n'ont pas forcément l'information, n'ont pas forcément les informations que l'on peut avoir quand on est dans l'exécutif ou quand on est au bureau, quand on est maire, voilà, par rapport à un élu communautaire qui a accès finalement à ce qu'on se dit ici en conseil communautaire. Merci d'avoir fait cette intervention. C'est bon? Pas d'autres questions? Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non? Des abstentions? Une abstention. Très bien. Eh bien, c'est voté. Merci beaucoup. On passe au rapport 19 qui concerne la collecte et traitement des déchets. C'est la vice-présidente Marie Bénévis qui nous fait la proposition sur les tarifs 2022. Merci, bonsoir à toutes et toutes. Donc, en effet, Grand Chambéry doit définir les tarifs 2022. Je vous propose 2 évolutions par rapport aux tarifs 2021. Donc, d'abord, concernant les composteurs, il est proposé de supprimer la tarification et de les rendre gratuits, puisque la collecte séparée des biodéchets est une obligation, que Grand Chambéry va proposer à l'avenir une collecte en camion qui sera payée également par la TOM. Donc il nous paraissait normal que l'achat des composteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, soit également gratuit. Et la deuxième modification concerne la redevance spéciale. Donc la redevance spéciale, c'est le montant qui est payé par les professionnels pour la collecte des déchets ménagers assimilés. Il est proposé d'augmenter un petit peu ce montant puisqu'il avait été inchangé depuis des années et qui du coup il est bien en deçà du coût réel du service, ce qui signifie que ce service de collecte des déchets professionnels était plutôt supporté par les ménages et donc on souhaite petit à petit essayer de le remettre à son coût réel. Donc là on a pris l'augmentation qui prenait en compte l'augmentation du traitement
liée à l'augmentation à l'usine d'incinération et l'inflation. Donc les nouveaux tarifs pour la redevance spéciale, c'est pour les déchets incinérables 30 € le mètre cube, alors que c'était à 27,10 € et 18,68 € pour les déchets recyclables, alors que c'était 16,40 €. Tous les autres tarifs restent inchangés. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Des questions ? C'est clair ? Pas d'intervention ? Eh bien, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette proposition ? Non. Des abstentions ? Non plus. C'est voté. Je vous remercie beaucoup. Et rapport 20, toujours Marie Bénévise, le passage à l'extension des consignes de tri des emballages en plastique. Je crois qu'on a quelques diapos. Bon. Donc merci. Ouais. Ok. La loi sur la transition énergétique impose la mise en place des extensions de consignes de tri sur tout le territoire français au 1er janvier 2023. L'extension des consignes de tri, donc ça signifie de pouvoir gérer, collecter et traiter dans la collecte sélective des déchets supplémentaires, donc c'est-à-dire tous les emballages plastiques. Et donc Grand Chambéry va répondre à cette obligation réglementaire. On a 2 prérequis. C'est d'abord de disposer d'une unité de traitement pour ces déchets. Donc c'est le cas avec le centre de tri de Savoie Déchets qui est en train de se moderniser à minima pour pouvoir accueillir ces nouveaux déchets à horizon 2023 dans l'attente d'un futur centre de tri qui sera mis en service, on l'espère, en 2025. Et puis le deuxième prérequis, c'est de pouvoir répondre à l'appel à projet de Citeo, qui est l'éco-organisme en charge des emballages ménagers. Et donc donc c'est pour ça aussi qu'on prend cette délibération maintenant, pour pouvoir déposer notre dossier pour répondre à l'appel à projet. Je profite du coup de cette délibération pour refaire un petit point sur les consignes, puisque régulièrement je suis interpellée sur quelles sont les consignes. Donc on va communiquer assez massivement au 2e semestre 2022 pour redonner les nouvelles consignes. En attendant, je vous redonne les consignes actuelles. Donc de ce qui est aujourd'hui accepté dans le conteneur jaune, ce sont les emballages. Alors emballages en métal, barquettes en aluminium. Les emballages en plastique, donc uniquement les flacons, bouteilles d'eau, bouteilles de soda, flacons de lessive, tout ce qui a un bouchon est recyclable. Les autres plastiques ne le sont pas actuellement. Donc les emballages carton, les briques alimentaires, briques de lait, briques de jus et la boîte de pizza, la boîte en carton pour les pizzas, est bien recyclable, vous pouvez les mettre dans la poubelle jaune. Tous les papiers, journaux, magazines, revues. Les grands cartons, on en a parlé au dernier conseil communautaire, mais pour les communes qui disposent de l'expérimentation des grands conteneurs aériens avec une fente spécifique pour les cartons, vous pouvez les déposer dans ces cartons, et sinon c'est bien la déchetterie. Ils ne sont pas à mettre dans le bac jaune tout simplement parce que quand ils sont en mélange dans le bac jaune, ils sont triés ensuite au centre de tri, donc c'est un coût, et ils sont moins bien valorisés que lorsqu'ils sont collectés en déchetterie où là ils sont directement envoyés aux repreneurs et nous permettent de générer des recettes. Je passe. Les refus, donc les déchets que vous ne pouvez pas mettre aujourd'hui dans le bac jaune, le tube de dentifrice, le pot de yaourt, le sac en plastique, les barquettes en plastique, les barquettes de fruits, le masque, les gobelets en plastique jetables. Voilà. Encore jusqu'au 1er janvier 2023, ces déchets sont bien interdits dans le bac jaune. Je préfère, vous le savez peut-être, mais en le redisant, vous pouvez aussi retransmettre ces consignes autour de vous. Et donc, avec l'extension des consignes de tri, demain, donc à partir du 1er janvier, vous pourrez également trier les sacs en plastique, tous les emballages plastiques. Donc, uniquement les emballages, c'est-à-dire qu'il y a une poupée en plastique, un jouet en plastique ne se trie pas, c'est qu'un emballage. Mais également la capsule en aluminium, certains déchets, tous les emballages en aluminium seront également recyclables. Voilà,
je vous remercie pour votre attention, pour ce petit rappel. Oui, merci de nous avoir rappelé toutes ces consignes-là. C'est important. Sur l'objet du rapport, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas de questions, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Merci. On passe au rapport 21 avec le vice-président Alexandre Génaro sur l'occupation de la patinoire de Buisson-Rond par la SASP Chambéry Hockey 73 et ça concerne les tarifs 2022. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, cette délibération concerne les tarifs d'occupation de la patinoire pour la société anonyme sportive et professionnelle, couramment appelée SASP, Chambéry Hockey 73. Cette société est l'émanation en fait du SOC Hockey, l'association qui a souhaité se professionnaliser pour qu'il puisse utiliser en toute légalité la patinoire. Il faut bien sûr, comme c'est une société, qu'on définisse des tarifs pour l'occupation du domaine public. Les tarifs ont été construits bien sûr en discussion et en concertation avec le club pour que cette charge aujourd'hui de structure, de location de l'espace, ne soit pas non plus un frein à leur développement, parce que le but de créer la société, c'est aussi de pouvoir se développer, aller chercher de nouveaux sponsors et de nouveaux partenaires, et surtout rentrer dans le champ de la professionnalisation. Ce club évolue en Division 1, qui est le deuxième niveau national, et qui aujourd'hui, l'équipe, est la réserve des Brûleurs du Loup de Grenoble qui sont en Ligue Magnus et donc au plus haut niveau national avec de nombreux titres nationaux. Donc les tarifs qui ont été élaborés concernent des heures de piste de glace, des tarifs annuels de mètres carrés, donc il y a des locaux qui sont dédiés exclusivement à cette société et donc il a fallu trouver un tarif. Et surtout, la valorisation de plusieurs outils publicitaires. Justement, si on souhaite aujourd'hui que le club puisse développer ses ressources, il faut aussi qu'il puisse développer, au-delà du partenariat qu'il peut avoir sur du mécénat, comme il avait pu avoir l'habitude d'avoir quand il était en statut associatif, mais qu'il puisse vendre aussi des emplacements publicitaires pour pouvoir trouver de nouvelles ressources, se développer sans avoir à faire appel tout le temps aux collectivités. Donc tous les supports possibles au sein de la patinoire ont été valorisés. Nous avons aussi souhaité qu'une participation soit reversée sur le chiffre d'affaires de la billetterie de 3%, et l'ensemble du coût de ces prestations pourrait nous donner une redevance estimée entre 20 000 et 30 000 euros par saison en fonction du nombre de matchs, de la fréquentation que le club pourrait avoir. Donc il vous est proposé d'adopter cette grille tarifaire qui sera bien sûr rajoutée à la prochaine révision tarifaire de la patinoire qui devrait intervenir courant 2022. Je vous remercie. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Bon, ben je mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. On va revenir au point 9. Je vous avais dit qu'il avait été souhaité de le mettre en rapport détaillé. Donc c'est la vice-présidente Aurélie Lemeur qui va nous faire la présentation de ce rapport numéro 9 qui concerne l'approbation de la version arrêt du projet du plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour compléter le volet R du PCAET. Merci Monsieur le Président. Effectivement, ça me semblait important qu'on puisse l'évoquer rapidement en rapport détaillé.
Nous avions validé le 30 septembre 2021 le lancement de cette étude que la loi LOM de décembre 2019 nous imposait. C'était un document complémentaire au plan climat, air, énergie territorial. Donc là, vous avez l'ensemble de cette étude complémentaire dans vos documents. C'est une version arrêt, ça veut dire en fait qu'elle sera soumise à consultation des personnes publiques associées dans un premier temps, puis du public dans un second temps, et alors nous pourrons l'approuver définitivement courant deuxième semestre 2022. Je souhaitais vous en parler car l'enjeu de la qualité de l'air est vraiment au cœur de notre actualité, malheureusement, avec un épisode de pollution de l'air assez soutenu, que les enjeux sont importants. Ce plan complémentaire de prévention des émissions de polluants atmosphériques ne vient pas du tout remettre en question le plan climat et énergie territorial, ni dans ses actions, ni dans ses objectifs. On garde bien le même. Mais il va nous servir entre autres aussi à lancer l'étude pour la mise en œuvre d'une zone à faible émission, une ZFE mobilité, qui devra être en place à compter du 31 décembre 2024. Il y a eu un questionnement sur la fin d'année sur le périmètre, et donc en fin d'année nous avons bien eu la confirmation que notre territoire serait éligible, car il y avait une discussion entre aire urbaine et EPCI, et donc ce sera bien à l'échelle de Métropole Savoie, et donc sont concernés les EPCI de Cœur de Savoie et de Grand Lac pour la mise en place de cette ZFE. Dans le document, vous avez une annexe avec les 18 communes qui sont concernées sur le territoire de Grand Chambéry. Et donc, nous sommes dans l'attente de la mise en œuvre de cette démarche sous le pilotage de Métropole Savoie. Et on vous tiendra informé, bien évidemment. Pour revenir sur ce plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques, le diagnostic qui a été fait à partir des données Atmo montre que les émissions sont en constante baisse depuis 2005. Et donc ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Néanmoins, nous avons encore des seuils alertants de dépassement sur les questions des oxydes d'azote et des composés organiques volatiles non méthaniques qui sont liés au secteur des transports et du résidentiel. Donc on le voit, ça fait partie aussi des axes structurants du futur projet d'agglo d'intervenir sur les questions des mobilités, de la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc on voit que les efforts sont à poursuivre, avec notamment également, c'est ce qui a déclenché les seuils de dépassement de ces derniers jours sur la question des particules fines, liées notamment au chauffage au bois. Donc l'intérêt effectivement de pouvoir poursuivre l'ensemble des actions qui améliorent la qualité de l'air et qui diminuent les émissions. Donc vous avez voilà, cette première version de rapport dans l'attente des consultations des personnes publiques puis du grand public. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est clair. C'était bien d'avoir cette précision, effectivement, sur les composants polluants que l'on vit tous les jours. Pas de questions ? Je le mets au vote. Des oppositions ? Pas d'opposition. Des abstentions ? Pas d'abstention. C'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, on revient au rapport 22, toujours avec Aurélie Lemeur, Fonds de soutien pour les études de rénovation énergétique et de production d'énergie renouvelable, attribution d'aide aux SDES. Oui, merci. Donc là, nous vous proposons de valider un montant d'aide financière pour 9 projets portés par plusieurs communes de notre territoire, Challes-les-Eaux, La Compote, La Ravoire, Saint-François-de-Sales et Saint-Alban-l'Hesse.
En juillet dernier, nous avions voté un fonds de concours de Grand Chambéry pour la contribution à ces études de rénovation énergétique et de production d'énergie renouvelable. Dans le cadre du dispositif Acté 2 Sequoia porté par le SDES, nous avons choisi de pouvoir mutualiser ces aides financières. Et donc cette délibération ce soir, c'est d'approuver à Grand Chambéry le fait de pouvoir contribuer financièrement à ces différents projets que vous avez dans le tableau de communes qui ont donné leur maîtrise d'ouvrage au SDES pour porter ces projets d'audit, de rénovation énergétique. Donc c'était aussi l'occasion de pouvoir vous redire que vous avez ces dispositifs que vous pouvez activer avec le SDES et avec Grand Chambéry pour avoir des accompagnements financiers pour ces études de rénovation énergétique et de production d'énergie renouvelable. C'est un montant, la part de Grand Chambéry, 4 700 €, la part du SDES, 9 400 et la part des communes, 4 700. Très bien, merci. Donc effectivement, dispositif très intéressant. Dans les communes, on se doit de montrer l'exemple. Donc voilà, c'est une aide appréciable. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, très bien, c'est voté à l'unanimité. Merci. On arrive au dernier point, le 23. C'est moi qui vais vous le présenter, donc qui concerne le centre de vaccination sur le territoire, les centres de vaccination sur notre territoire. Donc vous le savez qu'en partenariat avec l'ARS, avec la préfecture, le centre hospitalier, le SDIS, la région, le département et les communes membres de l'agglo, eh bien, nous nous sommes largement mobilisés depuis le printemps 2021 dans la mise en place des centres de vaccination pour répondre à la situation sanitaire. Une enveloppe budgétaire avait été affectée à cet effet sur 2021 pour le financement des centres de vaccination, donc le méga-centre de Savoie Expo et les centres de vaccination itinérants. Le contexte sanitaire, la nécessité de poursuivre l'activité des sites de vaccination implique une prolongation de l'engagement logistique et financier de Grand Chambéry sur l'année 2022, même si on peut avoir de l'espoir et se dire que tout ça risque de s'arrêter dans les mois qui viennent. N'empêche que pour l'instant, c'est toujours de grande actualité. Donc aujourd'hui, Grand Chambéry assure le préfinancement de l'ensemble des sites mis en place sur le territoire et des avenants avec le centre hospitalier pour la fourniture des équipements médicaux pourront être mis en œuvre et les crédits nécessaires seront intégrés au budget primitif 2022. D'autre part, des avenants à la convention de financement sur le fonds d'intervention régional initial avec l'ARS pour le financement de l'ensemble des sites sont en cours de rédaction. Et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de la nécessité de mettre en place dans des délais contraints des sites de vaccination ou de tests, Grand Chambéry s'engage, après accord avec les autorités préfectorales, sur les financements apportés pour le territoire, l'organisation et la gestion des sites nécessaires en lien avec l'ensemble des partenaires dans la continuité de la délibération du Conseil communautaire du 15 avril 2021. Et pour information, vous avez un tableau qui est présenté dans la délibération de ce que ça nous a coûté jusqu'à maintenant. Donc les coûts sur le centre de Savoie Expo, 1,7 million, sur le centre de Challes-les-Eaux, 252 000, et sur le centre éphémère Savoie Expo qui avait été réouvert en deuxième temps, 110 000 €. Donc c'est un total d'un peu plus de 2 millions d'euros qui a été dépensé pour ces centres de vaccination, avec une participation attendue de l'ARS d'1 250 000. Je dis attendu parce que pour l'instant, on n'a pas encore on n'a touché qu'une partie. Voilà. Il y aurait donc une participation de Grand Chambéry de 828 445,78 €. Et donc, il vous est proposé ce soir de prendre acte de la nécessaire prolongation des installations de centres de vaccination sur le territoire communautaire et de prévoir une enveloppe budgétaire au prochain budget primitif 2022. Donc, avec des virements de crédits internes seront opérés au préalable et dans l'intervalle pour permettre de poursuivre le dispositif.
également bien de me déléguer voilà, la possibilité d'engager la collectivité, la Grand Chambéry, la signature des documents qui correspondent. Est-ce qu'il y a des questions sur ces centres de vaccination? Voilà, c'était l'occasion de rappeler. Oui, je vous en prie, madame. Ouais. Bonsoir. J'avoue que j'ai peut-être pas très bien compris. En fait, dans la délibération, c'est pour, on va dire, réabonder sur le centre actuel ou créer un autre centre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas très bien saisi. Et en fait, je m'interroge de la pertinence en fait de cette délibération, non pas du travail qui a été fait, mais par rapport aux annonces qui ont été faites là dans ces derniers jours. Rien qu'aujourd'hui, il semble que le pass vaccinal soit bientôt quelque chose qui pourrait être sur le passé. Ce que je retiens en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, le centre de vaccination qui est déjà présent sur Saint-Alban-l'Ès a... Pardon ? Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Sur Challes-les-Eaux. Oui, désolé. Eh bien, il y a beaucoup de places qui sont disponibles très fréquemment. J'ai un peu de mal à concevoir d'aller réabonder sur, que ce soit dans ce cas-là, un autre site ou sur ce qui va arriver derrière. Voilà. Mais effectivement, donc aujourd'hui, on a le site qui continue à fonctionner de Challes-les-Eaux. Et l'objectif, c'est de se préparer. Alors, on espère ce que vous avez annoncé, on espère que ça va se réaliser et qu'on va en finir. Mais n'empêche que c'est pour anticiper. Si toutefois il devait y avoir, on devrait poursuivre ou un nouveau variant, etc. Et pour nous éviter à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ouvrir des centres en 48 heures chrono, qui est quand même très pénible et très compliqué, on avait questionné l'ensemble des communes et on a une possibilité d'ouvrir un centre, et c'est ce qui va être fait sur le territoire de Chambéry, côté vers Champ-Nord, là-bas, sur ce secteur-là. Hein. Et donc, c'est pour anticiper cette éventualité-là que l'on prendrait cette décision de prolonger notre action sur la vaccination et d'aller vers un centre comme ça. Il va servir de toute façon, déjà actuellement, je crois, mais je vais me retourner vers Brigitte Beauchaton, qui a fait une intervention tout à l'heure en réunion de bureau, puisqu'on l'a évoqué. Et donc, aujourd'hui, il sert aux SDIS, aux pompiers, à faire des formations dans ce cadre-là. Et on l'ouvrira que si Challes devient complet. Et si effectivement ça se termine tout doucement, eh bien tant mieux. Voilà, on ne l'ouvrira pas, le deuxième. Voilà. Mais on veut anticiper parce que ce qu'on a vécu, ça a été quand même, ça a été hard hein, au niveau des équipes. Tout le monde se met autour de la table, on finance, on se partage les coûts. Voilà. C'est bon. C'est bon, pas d'autres interventions? Bon, eh ben, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Une abstention. Très bien. Merci. Eh bien, c'est voté et on en a terminé avec notre ordre de jour. Eh bien, oui. Une question diverse. Si c'est court... Parce que si c'est, je rappelle hein, les règles. Hein, si c'est une intervention il faut le présenter à l'avance. Hein, on a un règlement intérieur et que j'accepte. Mais bon, c'est une information. C'est une question diverse qui concerne une délibération qu'on a prise. Ah, d'accord. J'ai repris la présentation qu'on a eue en conseil, en comité des maires au mois de novembre, je crois, sur les cœurs de cible et le projet d'agglomération. Je suis désolé de revenir dessus. Dans les actions cœur de cible, dans le diaporama qui nous avait été présenté, c'était dit que c'était les actions qui avaient une note de 8 ou plus et qui avaient eu 2 séances de travail en VP à 15 pour acter ce choix. Et après, on nous a présenté effectivement toutes ces actions-là en disant que c'était les 33 cœurs de cible et puis qu'il y en avait 3 qui étaient des actions transversales. Honnêtement, j'ai l'impression
je ne vais pas dire qu'on nous a pris pour des imbéciles, mais que la position a complètement changé en 2 mois, qu'on avait les actions cœur de cible qui étaient vraiment les prioritaires, celles qu'on allait mettre en avant et qui sont du coup, on nous a présentées comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de nous expliquer que c'est l'inverse, que ces 33 cœurs de cible, finalement, on va en débattre et que toutes les autres sont actées. Et, enfin, je ne comprends pas le revirement. Non, on va pas. Non. Toutes vont être mises en débat. Hein. Voilà, on n'a rien décidé. On n'a rien décidé pour l'instant. Elles ont été notées, classifiées avec ça en disant ce sont des actions cœur de cible. On en a. Les 90 ont été jugés non prioritaires. Les termes sont difficiles. Hein. Non prioritaires parce que soit déjà engagées ou récurrentes ou jugées un petit peu moins pertinentes que les cœurs de cible. Pas forcément toutes, non. Elles sont... Oui. Non, mais c'est moi qui ai mis, le doute. Hein. C'est plutôt ça. C'est que elles ont été classifiées de cette façon-là, telle que je l'ai décrit là. Hein. Quand je disais on va les mettre en œuvre, je parlais des actions récurrentes, obligatoires. Et il y en a un bon nombre dans ces 90 actions. Voilà. Et puis d'autres qui ont été jugées moins prioritaires que les cœurs de cible. Mais l'ensemble, et je le redis, l'ensemble, elles ont beau faire partie des 90, on peut les remettre en question. C'était pour y voir plus clair et pour se dire, bon ben voilà, ces cibles-là, il y a une vraie intention de l'exécutif de dire, bon, elles sont importantes, mais il faut qu'on les mette en débat, il faut qu'on élargisse évidemment le débat à cette assemblée-là sur ces cœurs de cible-là. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que les autres également, bien sûr. On n'a rien décidé, hein, c'est juste la présentation d'un travail. Ok. Bon, eh bien, merci. Oui, c'est quoi? Pour une information, M. Berthomier? À partager. Voilà, il y a quelques mois, on nous présentait un dispositif que j'ai vendu aux Sangerins, Voltalis, vous vous rappelez, Madame Lemeur. Et aujourd'hui, je suis confronté à une dizaine de Sangerins qui viennent me revoir pour me dire la société est venue installer, elle est venue une fois, elle est venue 2 fois, ça marche pas, ils reviennent pas, ils répondent plus. Qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à qui? Merci beaucoup. Bon, eh bien, on vous répondra. On va pas faire une réponse maintenant, si? Si, rapidement. Si tu as la réponse, on répond. Et on n'est peut-être pas les seuls, c'est pour ça. Non, c'est ça, effectivement. Il y a eu quelques dysfonctionnements, il faut bien évidemment les faire remonter. On est forcément en lien avec la société pour recadrer. Il y avait eu d'autres dysfonctionnements sur les questions de communication, tout ça. Le dispositif reste intéressant. On n'est pas à l'abri, effectivement, de quelques dysfonctionnements. Mais en tout cas, comme Grand Chambéry s'est engagé à adouber cette société, on est très vigilant dans le suivi pour voir si elle fournit une bonne prestation pour tous les ménages concernés. Donc il faut le faire remonter au service. Et après, nous, ça nous donne les éléments pour pouvoir reboucler avec Voltalis. Ok, merci. Bien, 3 dates. Prochaine conférence des maires, le 17 février à 18h. En visioconférence, et le 3 mars à 18h en visioconférence également. Et bureau et conseil communautaire le 17 mars, ici même, 18h pour le bureau, 18h30 pour le conseil communautaire, 18h45 pour le conseil communautaire. Voilà, merci, bonne soirée, à très bientôt. Merci.